La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Francis Paquette, conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Bienvenue à cette rencontre. Madame, Monsieur, bonjour, ici Robert Aubin qui vous souhaite la bienvenue à un autre tête-à-tête que vous propose La tête dans les nuances. Et aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Francis Paquette. Monsieur Paquette, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Écoutez, je vous le dis tout de suite, j'ai un petit côté fasciné pour tous ceux qui ont des parcours académiques, je dirais, hors normes, parce que habituellement, qui fait médecine fini médecin, bien que j'ai connu des gens qui aient fait médecine pour plutôt adopter la carrière d'acteur. Mais quand je regarde la vôtre, c'était vraiment absolument impressionnant. D'abord, vous complétez un baccalauréat en psychologie, soit, un deuxième en enseignement, pourquoi pas. Vous retournez aux études dans le domaine de la finance, ben oui, sans compter un passage au Collège de l'immobilier du Québec, et j'en passe d'autres parce que je vais arriver à la question. Qu'est-ce à dire un tel parcours, que vous vous intéressez à tout ou que le choix a été difficile? Le choix a été difficile. Ça a été assez compliqué pour moi de trouver ma place dans le monde du travail, mais aussi parce que j'avais des intérêts très variés. Que vous avez nourri, vraisemblablement? Oui, que j'ai nourri et que, contre toute attente, j'ai retrouvé ça dans le monde de la finance. Ce qui n'était pas du tout, le plan de match de départ. Parce que dans le monde de la finance, et puis principalement en planification financière, 1 à 1 ou 1 avec un couple devant moi, on entre dans une très grande intimité avec les gens. Et ce volet-là de la relation humaine dans le travail que je fais, la relation humaine et les capacités de pédagogie pour bien se faire comprendre, pour bien expliquer des concepts aussi des fois qui sont parfois mal compris justement, c'est fondamental dans le travail que je fais. Et puis ça rejoint un peu toute la trame de fond de mon parcours. Mais effectivement, je me destinais pas au domaine de la finance. J'ai travaillé comme enseignant au Québec. Moi, je me destinais un peu comme votre autre invité à enseigner. Moi, je suis formé en enseignement de l'histoire au secondaire et je me destinais à l'histoire et l'économie qui n'existe plus, qui a changé maintenant. Mm-hmm. Et mon arrivée dans le domaine de l'éducation secondaire au Québec a été quand même assez difficile. C'était à une époque où on ne disait pas qu'on manquait de profs. Là. Il y avait même beaucoup trop de profs à ce moment-là. Il fallait faire 13 ans sur la liste de rappel pour avoir une permanence. Ça, exactement. Il fallait faire 13 ans. Et moi, vu que j'avais déjà un baccalauréat en psychologie, on m'a ouvert les portes de l'adaptation scolaire. Donc, j'ai obtenu le champ adaptation scolaire pour enseigner. Et c'est dans ce champ-là que j'ai eu du travail. Pour assez rapidement me rendre compte que ce n'était pas ce que je souhaitais. Puis ce que je souhaitais, je le voyais comme étant possible, mais extrêmement loin en avant. Là. D'ailleurs, des gens que je connais qui sont restés dans le domaine à ce moment-là, ça a pris de nombreuses années pour obtenir des emplois dans ce domaine-là. Là où j'ai commencé à flairer peut-être une personnalité qui n'était pas celle que je pensais au tout début de ma recherche sur vous, parce que quand on voit finance, immobilier, on pense tout de suite à des gens qui font carrière dans le domaine financier où parfois les revenus sont intéressants, ce qui est loin d'être un crime, disons-le au passage. Mais aujourd'hui, on vous retrouve comme planificateur financier et spécialiste en investissement responsable à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Alors là, 1000 questions. C'est quoi le mandat particulier de la Caisse populaire solidaire, qui n'est donc pas une caisse populaire comme les autres? Elle doit avoir un mandat particulier. La Caisse d'économie solidaire a une mission très particulière, effectivement, parce qu'une des forces de Desjardins, c'est un réseau fédératif. Donc, les caisses Desjardins sont des coopératives financières indépendantes qui peuvent avoir une certaine personnalité propre. Et la Caisse d'économie solidaire a 3 pans dans sa mission.
un volet international que je vais mettre de côté pour la fin de la discussion, mais deux autres volets principaux qui sont de conseiller les citoyens dans la gestion de leurs finances d'une façon judicieuse et responsable, et aussi de participer au développement de l'économie sociale du Québec. Et moi, assez rapidement dans mon parcours en finance, comme je vous disais, mon parcours ne me destinait pas à la finance. Et assez rapidement, j'ai constaté que j'étais un petit peu une bébite dans ce monde-là, avec, je dirais, un intérêt pour toutes les questions sociales et tout ça très, très fort. Mhm. Et puis, ça m'a assez rapidement amené à m'intéresser à la finance durable, à l'investissement responsable, au pouvoir de la finance pour générer des projets positifs pour l'ensemble de la société. Et ça m'a amené éventuellement à la Caisse d'économie solidaire où je travaille vraiment les deux mains dans la pâte là-dedans tous les jours. Donc, la Caisse d'économie de solidaire Desjardins récupère une expertise que vous aviez déjà développée. Et non pas vous avez développé cette expertise-là parce que vous étiez chez Desjardins solidaire. Oui, bien en fait, je l'avais développée auparavant, mais je l'ai, disons, peaufiné énormément à la Caisse d'économie solidaire parce que là, j'ai eu l'occasion de poursuivre des études aussi plus poussées sur les questions d'investissement responsable, de finances solidaires et d'accompagner aussi des individus qui croyaient dans notre modèle et des individus aussi qui souhaitaient avoir, je dirais, avoir du sens dans leur gestion financière. Donc, des gens qui s'intéressaient aux effets de leurs investissements, par exemple. Évidemment, quand on se met à regarder ça, on voit d'une façon plus... C'est plus facile à voir les effets négatifs, souvent, de nos investissements, mais aussi plein d'effets positifs qui peuvent être générés par nos investissements. Et puis d'accompagner des gens qui avaient des sensibilités à ces questions-là, bien moi, ça m'a amené à développer mon expertise dans ce créneau-là, et puis même à être assez actif dans le monde de l'investissement responsable au Québec, à faire aussi des ateliers de formation, d'éducation sur les questions d'investissement responsable. Parce que tantôt, dans l'émission, on parlait du volet éducation, mais à la Caisse d'économie solidaire, bien, le bout éducation, on l'a d'une façon tacite avec nos membres quand on les rencontre. Mais sur toutes les complexités du rôle du conseiller financier, on ajoute la question de mon argent sert à quoi? Et c'est quoi la finance durable? C'est quoi l'investissement responsable? Donc, ça amène beaucoup d'éléments pédagogiques à amener dans les discussions. Parce que les gens ont énormément de questions là-dessus. Et puis, des fois, c'est des questions qui sont un peu galvaudées aussi dans la société, là. À moins qu'Internet m'ait fourni une information qui soit fausse, auquel cas vous la corrigerez. Vous étiez planificateur financier dans une banque à charte auparavant. Et est-ce que vous trouvez chez Desjardins, ça peut se retrouver dans une banque à charte ou ça se retrouve que chez Desjardins? Et c'est ce pourquoi vous y seriez? Bien, ça dépend de deux choses. C'est qu'au niveau de quelqu'un qui va travailler dans une banque à charte ou dans n'importe quelle firme de placement et autres, qui s'intéresse à l'investissement responsable, il y a plein de choses qui existent, plein de produits financiers qui existent pour faire de la promotion de l'investissement responsable, pour intégrer ça dans des stratégies de placement. Ce qui est unique à Desjardins et à la Caisse d'économie solidaire, c'est le modèle coopératif. L'ancrage extrêmement fort dans les milieux. Et du côté de la Caisse d'économie solidaire, c'est l'ancrage dans l'économie sociale et dans la participation au montage de projets financiers qui permettent de créer des projets positifs. Et ça, bien ça, les banques peuvent le faire aussi, mais nous, c'est notre marque de commerce, c'est ce qu'on fait, c'est notre expertise. Et ça, c'est un élément distinctif là, de la Caisse d'économie solidaire, je dirais. Mais même pour Desjardins, le fait d'avoir un modèle coopératif et d'avoir aussi un élément de démocratie dans la structure de l'institution, bien, ça change. Il y a quand même une différence fondamentale par rapport aux grandes banques, là. Et là, on entend souvent les gens dire que le mouvement Desjardins a perdu son âme coopérative. On l'entend depuis des années. Ça ne semble pas du tout être le cas dans le cas de la Caisse d'économie solidaire. Est-ce que vous êtes plus proche des racines même de ce mouvement coopératif? Mais je dirais qu'il y a certainement des membres chez nous qui pourraient vous dire qu'ils pensent que oui. Plus proche, je ne le sais pas, mais en tout cas, on est très proche de nos membres et nos membres participent activement à la vie de la Caisse. Pour
Pour vous donner un exemple, à notre dernière Assemblée générale, on avait plus de 200 membres présents. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire dans le mouvement Desjardins pour faire vivre cette démocratie-là. Donc, les gens nous choisissent parce qu'on fait la promotion aussi d'un modèle économique différent, d'un modèle économique qui respecte les sociétés avec plus de justice sociale. Donc, les gens nous choisissent pour ce modèle-là qu'on met de l'avant et ont le goût de s'impliquer avec la Caisse. Ailleurs aussi, dans plein de caisses, la démocratie existe, mais des fois, c'est plus difficile de la faire vivre. Mais depuis le début de cette émission, on parle de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Oui. Là, comme s'il n'y en avait qu'une, y en a-t-il qu'une? Ou il peut y en avoir plusieurs? Le modèle se répand-il à travers le Québec? En fait, il n'y en a qu'une, mais on a plusieurs points de service. Parce qu'au niveau historique... Qui dessert l'ensemble des régions? Oui, effectivement, qui dessert l'ensemble des régions. Au niveau historique, les caisses de territoire ont émané davantage des paroisses. Donc, les gens qui se regroupaient pour obtenir des services financiers à une époque où c'était pas vraiment disponible. Et dans les années 70, il y a eu toute une mouvance, ce qu'on a appelé les caisses de groupe. Donc, des caisses Desjardins qui se sont développées dans des milieux de travail pour servir des clientèles spécifiques. La Caisse d'économie solidaire a été créée dans cette mouvance-là. Et au niveau des règlements de Desjardins, nous, ça nous permet de ne pas être limité à servir une population dans un territoire donné. Donc, on peut servir la population de l'ensemble du Québec. Et on a des bureaux à Québec, Montréal, en Estrie et aussi à Joliette. Donc, on est un peu partout et on a des membres particuliers, donc des individus, et aussi des membres entreprises, des entreprises d'économie sociale très majoritairement, qui sont situées dans l'ensemble du Québec. Alors, j'ai profité de votre présence pour qu'on plonge un peu dans ce concept d'investissement responsable. Et je me disais, peut-être le premier mythe à déboulonner, si tant est que la chose est possible, on a souvent l'impression que investir dans des placements responsables, c'est axer sur nos valeurs, donc accepter de perdre une partie des rendements. Oui, bien je dirais que c'est un mythe très tenace, là, parce que... Mais c'est un mythe, donc? Oui, c'est un mythe. Il y a même énormément de recensions qui ont été faites sur le sujet. Il y a environ 90 des études sur le sujet qui ont démontré qu'il y avait un impact positif sur le rendement ou aucun impact sur le rendement d'une stratégie d'investissement responsable. Seulement 10 des études ont démontré un impact négatif sur le rendement dans des stratégies d'investissement responsable. Donc, c'est clairement un mythe. Cependant, il y a un décalage énorme puis là, je vais sortir du Québec, au Canada, sur les attentes des investisseurs, sur les questions d'investissement responsable, puis de la façon dont ils sont accompagnés par leurs conseillers financiers. D'ailleurs, l'Association canadienne de l'investissement responsable fait des sondages à chaque année auprès de la population. L'intérêt est très fort, mais l'expertise en conseil financier sur ces questions-là n'est pas au niveau de ce que les individus souhaiteraient. Donc là-dessus, il y a vraiment un défi très, très important pour les conseillers financiers d'être capables de suivre le mouvement puis là où les gens veulent aller, là, parce que les gens s'intéressent de plus en plus à ce dans quoi ils investissent puis aux répercussions de leurs investissements. Et pour toute personne plus ou moins au fait des placements financiers possibles, mais qui a ces valeurs, qui sont souvent des valeurs environnementales ou sociétales, on parle d'économie sociale, ça le dit bien, il y a ce qu'on appelle les placements ESG, qui ont comme critère d'avoir des préoccupations environnementales, sociales et c'est quoi la troisième environnementale? Gouvernementale aussi. Et je me dis, bon, oui, mais c'est quoi ça, un placement ESG? Est-ce que je trouve ça juste chez vous, dans n'importe quelle institution financière? Mais en fait, les critères ESG, c'est un peu les grands critères de l'investissement responsable. Donc, intégrer les critères ESG dans une stratégie de placement, Desjardins le fait dans plein de produits financiers qui sont disponibles pour le grand public. Toutes les grandes banques le font aujourd'hui. Il y a plein de firmes de placement qui ont des produits axés sur l'intégration des critères ESG. Mais c'est quoi l'intégration des critères ESG? C'est qu'un gestionnaire de portefeuille qui monte un fonds mutuel, par exemple, lui, son rôle, c'est de générer du rendement. Donc, quand ils regardent une entreprise, avant d'investir dans cette entreprise-là, ils vont regarder le bilan, ils vont regarder les perspectives, les risques reliés à cette entreprise-là. Donc, quand on parle
d'ESG, c'est d'ajouter à toutes ces questions financières-là les questions de, bon, l'entreprise, est-ce qu'il y a des risques reliés à ses pratiques d'affaires au niveau de l'environnement? Est-ce que l'entreprise a un modèle d'affaires qui permet d'améliorer son modèle, par exemple, de diminuer son empreinte carbone ou d'améliorer ses pratiques d'affaires sur les questions environnementales? Le social, bon, les répercussions sociales du modèle des entreprises. Le G, c'est pour la saine gouvernance, donc la façon dont l'entreprise est gérée. Pour simplifier, ça inclut plein de questions, ça inclut plein de thématiques, dont par exemple la tentative d'avoir une parité homme-femme sur les conseils d'administration, des choses comme ça. Mais de prendre en considération ces éléments-là, c'est de les mettre comme critères aussi dans les choix puis dans le suivi des entreprises. Et quand les gestionnaires de portefeuille s'assient avec les entreprises pour faire des suivis, bien, non seulement ils vont parler des résultats financiers, des perspectives d'avenir, mais ils vont aussi parler de comment l'entreprise gère ces éléments-là. Et puis, qu'est-ce que l'entreprise fait pour être un bon citoyen corporatif, pour améliorer ses pratiques environnementales, non seulement parce que c'est ce qu'il faut faire, mais aussi parce qu'une entreprise qui gère mal ces choses-là s'expose à des risques éventuels qui pourraient aussi avoir des conséquences financières négatives pour l'organisation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'actionnariat engagé, c'est-à-dire aussi de pousser les entreprises à s'améliorer dans leur pratique d'affaires. Donc, c'est à peu près l'intégration des critères ESG. Si j'ai l'intention d'investir dans ce que j'appelle un fonds vert, par exemple, où il n'y aura pas de compagnie pétrolière, oui. Est-ce que ESG et vert, ça va ensemble ou c'est deux approches? Pas nécessairement. C'est plus une question marketing ou dans la composition du produit. C'est qu'il y a beaucoup de produits d'investissement responsable qui sont, disons, des produits généralistes, qui vont intégrer ces critères-là et qui vont vouloir avoir, par exemple, une empreinte carbone plus faible qu'un indice boursier similaire. Mais il y a beaucoup de produits d'investissement aussi qui se sont développés dans les dernières années qui vont tenter de cibler des thématiques au niveau de l'investissement responsable. Donc, que ce soit, par exemple, l'environnement, les technologies vertes. Il y a des fonds aussi qui ciblent, par exemple, l'entrepreneuriat au féminin. Il y a plein de thématiques qui sont mises de l'avant, mais c'est une question de, après ça, les entreprises en portefeuille, les gestionnaires vont ajouter ces éléments-là de réflexion pour que ce type d'entreprise-là soit présent d'une façon plus importante dans les portefeuilles. Vous me direz si ma lecture est bonne, mais j'ai l'impression qu'il fut une époque où, lorsqu'on allait rencontrer notre conseiller financier, on parlait de placement. Donc là, il nous présentait différents produits et puis il nous proposait aussi différents rendements, dépendamment du taux de risque qu'on était avec lesquels on était prêt à vivre dans nos placements. Mais ça demeurait des placements. Plus je vous écoute, j'ai l'impression que si j'allais vous voir pour placer mon argent, on parlerait plus d'investissement que de placement. J'ai l'impression que par les produits que vous m'offrez, j'investis dans l'entreprise sociale, j'investis dans la communauté à laquelle j'appartiens à petite ou à grande échelle, peu importe. Mais donc, est-ce que le mode de placement devient un investissement avec lequel on a une prise sur le développement de la communauté? Oui et non. Ça dépend de quel type d'investissement on va parler, mais effectivement, au niveau du vocabulaire, un investisseur va, par définition, être plus engagé dans son investissement que la personne qui va simplement fournir des capitaux et voir éventuellement son rendement. Donc là-dessus, c'est intéressant. Pour ce qui est des types d'investissements, après ça, bien, c'est quand on investit sur les marchés financiers, bien, on est propriétaire de portions d'entreprises parce qu'on détient des actions, des portions d'actions d'entreprise. Donc, on a un avantage participatif dans l'entreprise. Et pour tout ce qui est placement à capital garanti, puis ça, c'est une des choses qu'on fait à la Caisse, comme consommateur, quand on investit dans un certificat de dépôt d'une institution financière, bien, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on prête notre capital à une institution financière en échange d'un rendement X. Et nous, à la Caisse d'économie solidaire, depuis de nombreuses années, on a pris l'habitude d'expliquer à nos membres comment on utilise leurs dépôts, comment leurs dépôts sont réutilisés pour financer l'économie sociale du Québec. Donc, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Mais en ayant ce modèle-là, ça fait que les gens sont extrêmement intéressés aussi de comprendre ce qui se fait avec leur argent et se sentent aussi peut-être plus impliqués aussi dans l'investissement.
si je posais ma question d'une façon un peu différente, on a souvent dit dépenser ou consommer, c'est voter. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait dire qu'investir, c'est militer? Ah, je suis entièrement d'accord avec ça. Tout à fait. Investir, ça peut être militer, à condition de s'investir dans l'investissement qu'on fait. Peut-être que je répète trop les mots, mais oui, tout à fait, parce que tous les investissements génèrent, pour utiliser notre jargon, des externalités, donc des conséquences. Tous les investissements. Donc, c'est un peu... Je dirais que c'est le bon réflexe de vouloir comprendre c'est quoi les conséquences. C'est un peu le sens de la société, là. On veut comprendre les conséquences de nos actions. Les investissements, c'est la même chose. Donc, je dirais qu'il y a un fort engouement, effectivement, pour comprendre ces choses-là. J'ai l'impression que peut-être vous êtes un peu biaisé parce qu'à la Caisse d'économie solidaire Desjardins, les gens qui viennent rencontrer le conseiller financier sont un peu dans cette optique-là. Mais est-ce que, globalement, vous sentez que le mode d'approche change? C'est-à-dire qu'on ne vient pas chercher juste un rendement, mais on vient chercher une façon de faire une différence? Bien, vous avez raison, je suis biaisé. Je suis biaisé de par les membres qu'on attire à la Caisse, qui sont souvent des gens engagés dans leur vie en général. Et puis là, ils se rendent compte qu'ils peuvent être engagés aussi au niveau de leurs finances personnelles. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent quand même dans l'ensemble de la société. Et l'investissement responsable a été quand même en très fort développement depuis de nombreuses années. Il y a plusieurs acteurs au Québec qui en parlent beaucoup. Donc, Desjardins est un acteur important, mais depuis plusieurs années, les fonds de travailleurs en font la promotion beaucoup aussi, plusieurs autres types d'organisations. Donc, de réaliser aussi que, comme individu, bien, on a un pouvoir avec la façon dont on investit notre argent. Et puis après ça, de faire la somme de ces pouvoirs-là pour comprendre le pouvoir collectif qu'on a comme société, de la façon dont on investit notre argent, bien, ça ouvre des opportunités extraordinaires, là. Parlant d'engagement, vous êtes aussi engagé à titre d'administrateur à la Fondation Monique Fitzbach, qui a pour mission de cultiver la conscience environnementale et sociale des jeunes du Québec. Alors, deux questions à ce sujet. D'abord, qui était Monique Fitzbach et en quoi son parcours vous inspire-t-il? Puis je reviendrai avec l'autre question après. Ah bien, moi, je n'ai pas eu l'occasion de la connaître. Mais quand même, vous savez de qui on parle. Oui, tout à fait. Mme Fitzbach est décédée assez jeune et c'était une militante syndicale. Mme Fitzbach a participé à la création des établissements Vert Brundtland, donc au Québec, pour faire la promotion de l'environnement dans les écoles du Québec. Donc, à son décès, sous l'initiative de la Centrale des syndicats du Québec, la Fondation a été créée pour tenter de pérenniser son œuvre. Et ce qu'on fait à la Fondation, c'est qu'on accompagne les écoles, principalement les écoles secondaires au Québec, pour les accompagner sur une multitude de projets d'éducation en environnement au niveau des jeunes, gestion des matières résiduelles, démocratie, Et quand vous dites les accompagner, c'est-à-dire que les écoles peuvent déposer des projets qui seraient éventuellement financés? Exactement. Les écoles peuvent déposer des projets. Donc, ça prend des gens qui sont engagés dans leur milieu scolaire, soit des enseignants, des AFSEC aussi, des fois, qui soumettent des projets. Donc, des gens dans l'écosystème de l'école. Il y a même des projets au niveau des services de garde, par exemple, qui se font. Et là, à ce moment-là, on les accompagne avec aussi un créneau qui a pris beaucoup de place dans les dernières années, c'est l'enseignement extérieur, où on fait la promotion de l'enseignement extérieur, l'accès à la nature dans l'éducation de nos jeunes. Et on a une équipe de spécialistes à la Fondation qui vont aider les écoles à mettre en place des mesures pour faciliter l'enseignement extérieur. Et quel regard portez-vous sur cette jeunesse que vous soutenez dans ces différentes initiatives et qui vit des préoccupations qui n'étaient pas les miennes à leur âge? Entre autres, on peut parler d'éco-anxiété. On peut parler aussi d'un certain virage à droite au niveau économique. Oui. Est-ce que le portrait est en train de changer diamétralement? Une bonne question. Diamétralement, je ne le sais pas, mais il y a des défis. Il y a des défis importants, ça c'est clair.
L'individualisme continue à augmenter plus le temps passe. Mais il y a beaucoup, chez les jeunes, il y a beaucoup aussi ils se retrouvent dans le souhait d'avoir un volet communautaire, un volet de relation. Donc est-ce que ça a beaucoup changé, ça s'est aggravé? Je ne le sais pas, mais en tout cas, moi, quand je regarde les jeunes, puis entre autres avec la Fondation Monique Fitzbach, les jeunes sont porteurs d'espoir d'une façon extraordinaire. Et puis moi, personnellement, c'est une des choses que j'aime le plus dans la Fondation, c'est de voir des jeunes qui s'engagent parce qu'un des éléments aussi, puis il y a des études universitaires d'ailleurs qui l'ont démontré, c'est qu'une des meilleures façons de lutter contre l'éco-anxiété, c'est de passer à l'action, de s'impliquer, de faire des choses. Donc à ce moment-là, ça peut être très limité comme conséquence directe, mais de participer à quelque chose qui est plus grand que soi, ça fait beaucoup de bien. Ça met en relation, puis ça permet aux jeunes de découvrir autre chose, de prendre des bonnes habitudes, et puis d'être capable d'être positif. Parce que je dirais que dans le monde d'aujourd'hui, c'est assez facile de tomber dans le pessimisme, mais il y a plein d'éléments, qui peuvent nous rendre optimistes. Une toute dernière question. Dans le domaine de la planification financière, il y en a d'autres des Francis Paquette ou vous êtes l'exception? Il y en a certainement d'autres. Je veux dire, au moment où vous rencontrez des collègues, c'est que des collègues à Desjardins ou il y en a d'autres qui ont cette philosophie de dire on peut investir pour changer les choses? Ah oui. Non, ça, il y a plein. Il y a plein d'acteurs dans le domaine financier au Québec qui sont investis d'une façon forte dans ce changement-là et d'une façon plus large dans le sens de mettre l'argent au profit de la communauté, mais de projets positifs, du bien commun, de l'environnement. Le pouvoir qui est là, il est énorme et on le réalise de plus en plus. Je dirais que le prochain enjeu extrêmement important, c'est toutes les questions de biodiversité, mais on en parle de plus en plus, puis d'une certaine façon de monnayer la nature, c'est-à-dire d'être capable de prendre en considération les impacts financiers que les industries génèrent sur la nature. Là, on est quand même au début de ça, même s'il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis très longtemps, là, mais c'est la prochaine grosse sphère qui va se développer au niveau d'être capable de s'assurer que la finance ne nuise pas à la biodiversité, puis même idéalement que la finance participe à la préservation de la biodiversité. On est rendu là. Monsieur Paquette, c'était vraiment très rafraîchissant de vous entendre et d'entendre quelqu'un qui parle finance et bien commun. Je pense que c'était apprécié de tous. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de l'invitation. Grand plaisir.